Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Africa Today. Bienvenue dans cette édition d'information. Dans un instant, les titres. La promotion de la gente féminine, plus qu'une préoccupation du ministère de l'Action sociale, le département tente de définir un plan d'autonomisation et de promotion des femmes sur une période de 5 ans. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme à la rencontre des exploitants miniers dans l'arrière-pays. À Kindia, l'institution onusienne demande le maintien de la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés et les miniers. 9 ans de prison pour Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, verdict historique de la Cour pénale internationale qui a jugé ce djihadiste malien coupable de la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012. C'est tout pour les titres. Le dialogue politique interguinéen observe que l'état actuel du fichier électoral permet son utilisation pour les prochaines échéances électorales. Toutefois, il recommande que lors des élections législatives et présidentielles à venir, qu'un comité technique soit mis en place constitué de différentes parties. C'est la quintessence de la 4e journée de ces pourparlers. Suivez Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition. Merci. Donc nous sommes d'accord dans le principe que ce fichier doit être revu fondamentalement. Nous avons décidé de mettre en place un autre comité technique. Parce que vous savez, un comité technique avait été créé à l'occasion de la dernière élection présidentielle pour améliorer donc la qualité du fichier électoral. Mais à la fin, ce comité a produit un rapport qui confirme qu'il y a encore des problèmes énormes au niveau du fichier et qu'il y a des lacunes qui persistent. Donc nous avons décidé de créer de nouveau un comité technique qui cette fois-ci va être chargé de proposer un cahier de charge qui va permettre à une autre entité de pouvoir analyser en plus en profondeur les insuffisances du fichier et proposer des mesures de correction. Et ce comité est chargé d'établir le cahier de charge pour un diagnostic exhaustif et rigoureux pour les actions d'amélioration substantielle du fichier électoral. Ce comité pourrait se faire assister en cas de besoin. On écoute Amadou Damaro Kamara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel au micro de Sayon Kourouma. Nous avons accepté que des partis constituent un comité technique qui va évaluer ce qui est à faire sur le fichier et qui va faire des recommandations sur la nature des travaux à faire sur le fichier. À partir de ce moment, nous verrons s'il faut recruter un cabinet ou s'il faut demander à un monsieur ou à un groupe de messieurs pour voir ce qui est dans le fichier. Et puis les deux camps mouvance et opposition vont s'atteler à partir de ce mardi à la composition de ce comité technique. Un comité qui sera présenté lors de la 5e journée de ces concertations ce mercredi 28 septembre au Palais du Peuple. L'atelier de formation et de sensibilisation sur l'accès aux ressources de la coopération intra-ACP, groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, a démarré ce mardi à Conakry. Pendant 3 jours, ces participants du secteur économique guinéen devront s'approprier des instruments financiers disponibles au niveau de la Commission européenne. Il s'agit notamment du Fonds européen de développement. L'initiative est des ministères de l'économie et des finances et celui du budget. Al-Seri Diallo. La Guinée, à l'instar des pays ACP, groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, a du mal à tirer profit des ressources mises à sa disposition dans le cadre du Fonds européen du développement. Et pour cause, la faible capacité à formuler des programmes conformes aux normes de la Commission européenne. En Guinée, les départements de l'économie et du budget veulent changer la donne en tirant mieux profit des aides. Il faut connaître que l'Union européenne met à la disposition des pays ACP, Afrique, Caraïbes et des Pacifiques, des sources de financement pour financer les programmes de développement. Donc ces fonds sont disponibles au niveau national dans le cadre du programme indicatif national et aussi dans le cadre des programmes indicatifs régionaux. Donc au 13e niveau, il y a le financement intra-ACP qui concerne les 3 continents, l'Afrique, Caraïbes et Pacifique.
Donc, tous les pays membres des ACP, à l'exception de 2 pays, ont accès à ces financements intra-ACP qui, pour le 11e FED, s'élèvent à 3 milliards 590 millions d'euros. Plus de 3 milliards d'euros sont donc disponibles pour les pays intra-ACP. Cependant, la capacité d'absorption de ces fonds pose problème. Ainsi, la nécessité de maîtriser certains éléments s'impose pour pouvoir décaisser ces financements. D'abord, il faut savoir où trouver l'information. Et ensuite, maîtriser les règles contractuelles et financières pour pouvoir y accéder. Et c'est la raison pour laquelle je suis à Conakry aujourd'hui, pour montrer aux participants où trouver ces informations. Et ensuite, il faut connaître les procédures contractuelles et financières. Bien identifier le projet d'abord. Bien identifier le projet, quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins et pouvoir monter un projet suivant les normes de la Commission européenne. La directrice nationale de la dette et de l'aide publique au développement, représentant Madame le ministre de l'économie, en appelle à la clairvoyance des participants pour contrôler tous ces éléments. Je voudrais vous inviter à vous approprier de cette formation en participant activement et de façon constructive à ces travaux afin de jouer pleinement votre rôle, combien crucial pour une meilleure absorption des fonds qui seront alloués à la Guinée. Après ces 3 jours de rencontres, des recommandations seront émises afin d'élaborer un document digne de nom permettant d'accéder au 11e Fonds européen de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique monétaire et de change, la Banque centrale de la République de Guinée a initié ce mardi une session de formation à l'intention des bureaux de change agréés en Guinée. Durant 2 jours, des thématiques axées sur le fonctionnement du marché de change seront développées. Salimatou Baldé. Les secteurs des finances constituent un maillon important de la croissance du développement d'un pays. Conscient de cela et à travers ce séminaire, les représentants des bureaux de change agréés, des banques, des sociétés d'assurance et des institutions de microfinance seront dotés de techniques dans le domaine des finances. L'objectif de ces formations, c'est de faire en sorte que vous vous appropriez des textes qui régissent votre métier. Parce qu'il ne sert à rien que la Banque centrale puisse mettre toutes les réglementations sur place et que ces réglementations sont élaborées pour vous si vous ne les maîtrisez pas. Si vous les maîtrisez, on atteint nos objectifs qui sont d'ordre de 1. Faire en sorte que toutes vos opérations se fassent dans la transparence et conformément aux normes requises en la matière. Deuxième chose, que vous puissiez tirer profit dans le domaine sans enfreindre à la loi. Pour le représentant de la Banque mondiale en Guinée, cet atelier va contribuer à mieux cerner le secteur bancaire afin d'assurer son bon fonctionnement. Nous nous réjouissons énormément de cette activité, nous ne pourrons que la soutenir, d'autant plus qu'elle peut permettre aux principaux acteurs d'interagir, de mieux échanger sur la question et sur les secteurs pour qu'effectivement les choses puissent s'améliorer davantage. Ces travaux vont permettre, selon le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des gestionnaires de ce domaine. Ces 2 journées de formation s'articuleront sur la compréhension et l'interprétation des textes réglementaires qui régissent le change manuel, le reporting, les déclarations de statistiques à la BCRG et les projets de réforme indispensables pour augmenter la transparence et la fluidité de l'information sur le marché des changes. Le but visé par cette formation, selon les initiateurs, est d'outiller les acteurs évoluant dans les domaines des finances pour une qualification dans leur gestion quotidienne.
Rendre la gente féminine responsable pour pouvoir se prendre en charge demeure la préoccupation du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. C'est dans cette dynamique qu'un atelier s'est ouvert ce matin à Conakry. La réflexion sur la définition des programmes prioritaires du plan quinquennal des centres d'autonomisation et de promotion des femmes, leur mode de gestion et de fonctionnement sont au centre des débats. La cérémonie regroupe les cadres du département et les institutions œuvrant dans l'émancipation des femmes. Moussa Sefa Kamara pour les explications. Il s'agit de mettre en place un plan stratégique de mise en œuvre et de renouvellement des CAF. L'ambition des organisateurs est de rendre opérationnels les différents centres d'autonomisation de la couche féminine. Ce programme permettra aux femmes de prendre leur destin en main en vue d'être indépendantes. Ce processus d'émancipation de la gente féminine, enclenché depuis des années en Guinée, a besoin d'un nouveau souffle pour un changement qualitatif sous elle. Et l'autonomisation des femmes fait partie, est l'objectif numéro 5 des objectifs de développement durable. Alors, à ce titre-là, il faudrait qu'on réfléchisse un peu au nouveau marché porteur pour l'emploi de ces femmes. Qui dit nouveau marché porteur, par exemple, je vois bien les CAF remplir, comment on appelle, un marché, tenir un marché qui demande, comment on appelle, de l'expérience. La ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance apprécie la démarche. Cette initiative, aussi louable qu'elle soit, vise à doter les centres d'autonomisation et de promotion des femmes pour leur fonctionnement d'outils adéquats de gestion financière, matérielle et humaine, dans l'objectif de rendre visible l'inestimable contribution de la femme, le rôle éminent qu'elle joue dans la société et la place qui devrait être la sienne dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Plus loin, Sanabakaba estime que la femme reste et demeure un vecteur de développement. Pour inverser cette tendance et conférer à la femme la plénitude de son rôle, à mon humble avis, nous devons concrétiser deux principes, à savoir l'égalité entre hommes et femmes et la perception de la femme comme un agent de développement. Ces 4 jours de réflexion permettront aux participants d'obtenir un plan opérationnel et stratégique pour le bon fonctionnement des centres d'autonomisation à travers le pays. Le consortium pour l'observation domestique des élections poursuit la restitution des plateformes initiées par Search for Common Ground. La journée de ce mardi a été consacrée au secteur agricole. Les réformes engagées dans ce domaine ont été à l'ordre du jour. Salut Yomboul. C'est la 8e plateforme que le Code restitue aux acteurs de la société civile. Les réformes en cours ou entreprises par le gouvernement dans le secteur agricole ont été au cœur des discussions pour cette journée du 27 septembre. La Guinée, un scandale géologique par excellence, mais aussi agricole. Malgré toutes ses potentialités, le pays fait encore face à des contraintes qui l'empêchent de mieux valoriser le travail de la terre. Les cadres du Code en sont bien conscients. L'agriculture guinéenne est très, disons, artisanale. Donc il y a une faible emploi des intrants et puis des moyens financiers, des moyens techniques et tout. Les paysans, les agriculteurs souffrent beaucoup. Ils produisent beaucoup, ils travaillent beaucoup, mais la rentabilité est très faible. Le rendement est vraiment insuffisant, très faible pour la population. Des contraintes qui n'empêcheraient tout de même les acteurs du domaine agricole de s'assigner des ambitions. Le département est en train de travailler à peu d'œuvre pour faire de la Guinée le grenier de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi faire de la Guinée dans les années à venir, d'ici 2025, c'est-à-dire la puissance agricole mondiale. Pour les participants, ces travaux de restitution viennent à point nommé. Ils se disent désormais mieux imprégnés des réalités du secteur. Il y a plusieurs informations que la population ou la jeunesse guinéenne n'était pas en possession. D'après les exposés de conférenciers, on a su vraiment qu'il y a eu beaucoup de réformes engagées par l'État dans ce secteur-là. Et il serait important de retenir aussi que dans le secteur agricole, il y a eu beaucoup de manquements depuis
l'avènement de la Première République jusqu'à nos jours. Ces séances de restitution font suite à une série de concertations avec les responsables des différents départements ministériels du pays. La démarche vise à mieux vulgariser les réformes entreprises par l'État dans les différents secteurs de la vie socio-économique nationale. Les membres des comités de concertation dans les localités minières de Kindia viennent de s'approprier des instruments et mécanismes de protection des droits de l'homme. C'est pour maintenir un climat de paix et favoriser ainsi une cohabitation pacifique dans l'exploitation des mines entre les collectivités et les sociétés. L'initiative est du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée. Alpha Omachal. Droits économiques, socio-culturels, obligations de l'État, problématiques du genre dans les zones minières ont été entre autres thématiques développées au cours des échanges durant 2 jours à Kindia. Les connaissances acquises devront permettre aux membres des CCLM de Kindia, Forêt-Caria a été les mêlés d'être efficaces dans la prévention et la gestion des conflits. L'atelier a développé les droits de l'homme dans les zones minières. Toutes ces séries d'ateliers-là favorisent vraiment à atteindre l'objectif visé. Tous ces efforts concourent à aller vers un développement harmonieux. Cette rencontre est venue à point nommé parce que c'est des problèmes que nous vivons au jour le jour avec les sociétés minières et les collectivités qui les abritent. Ainsi, les participants se sont engagés à œuvrer en faveur de la capitalisation des acquis de cette rencontre à travers des séances d'information et de sensibilisation dans leurs localités respectives. Il faut restituer les thèmes développés lors du séminaire aux différents membres du CCLF. Multiplier et diffuser l'arrêté de création des CCLF et leurs attributions. Il faut un bureau permanent de point focal pour pérenniser les activités du comité. Les causes et les différentes formes de conflits dans les zones minières ainsi que les pistes de solutions énoncées par les CCLM de la région de Kindia serviront de base de données au Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée. Nous avons pu échanger sur la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes en termes de droits dans les localités minières. Ce qui nous a amené à voir comment de façon concrète les missions de prévention, de gestion des conflits, mais également de construction et de consolidation de la paix dans les localités minières pourraient se traduire dans des réalités concrètes. La paix n'a pas de prix, mais elle a un court rappel pour sa part. L'honorable Kalemoudou Yansane, membre de la commission mine de l'Assemblée nationale et président d'un CCLM. Le parlementaire invite les membres des comités de concertation dans les localités minières à s'investir pleinement dans la promotion d'un environnement paisible et propice à l'exploitation des mines dans les zones qui les abritent. Ceci, dit-il, pour éviter la triste réalité connue. Afria. Éducation dans ce journal. Dans la commune de Matoto, les responsables des différents établissements privés s'activent pour la réfection et l'assainissement des écoles. Contrairement à cette réalité relevée dans plusieurs établissements, au lycée Ahmed Sékou Touré par exemple, les encadreurs ne semblent pas dans la dynamique de l'ouverture. Le constat avec Omar Sow. En Guinée, chaque année avec la rentrée scolaire, certaines écoles de la place font l'objet d'une réfection et toilettage total. C'est le cas particulier des écoles privées sionnées à Matoto. Sur le plan de l'assainissement, tout semble être fait. Les salles de classe, les tables bancs, les tableaux et les cours sont quasiment nettoyés et prêts à recevoir les élèves. Cette mesure vise à mieux préparer l'ouverture des classes. Sur l'aspect administratif, le censeur du lycée Semic 2 rassure que tout est au point. D'aujourd'hui, l'emploi du temps est prêt et ça, ce sont les cahiers de texte que nous avons finalisés. Les registres d'appel ont été aussi trouvés. Et en ce qui concerne la comptabilité, tous les documents comptables sont aussi prêts. Et les inscriptions ont commencé chez nous depuis lundi. Des parents d'élèves, eux, arrivent au compte-gouttes pour inscrire ou réinscrire leurs enfants. Pour quelques-uns trouvés sur place, l'on se plaint des frais d'écoulage exorbitants. Mais néanmoins, pour eux, la formation demeure la plus importante. C'est là ce matin pour inscrire ma petite sœur parce que
On m'a dit qu'il y a du sérieux dans cette école, les professeurs sont compétents, ils sont bien, il y a vraiment du sérieux dans cette école. Les élèves viennent à l'heure, vraiment, en tout cas, vraiment il y a du sérieux ici. Dans certaines de ces écoles, les nouveaux élèves sont soumis à des tests de niveau pour être admis à l'inscription. Il y a aussi le test d'accueil, parce que si vous voulez avoir une formation crédible, il faut connaître d'abord les bénéficiaires de la formation et quel est leur niveau. C'est pourquoi avant de prendre un élève, avant même la rentrée, il y a un test d'accueil. Et donc le test d'accueil aussi a commencé. Donc en résumé, les préparatifs vont bon train et tout le monde s'active, surtout du côté des parents, à envoyer leurs élèves pour que ces élèves-là soient testés. S'ils répondent à nos critères, nous les prenons. Est-ce qu'un phénomène nouveau, mais tout au moins, les responsables d'établissement insistent sur le port de tenues décentes par les élèves. À cela s'ajoute la ponctualité dans le travail. Nous, la tenue, c'est pas n'importe comment. Les enfants qui viennent avec les pantalons serrés, et je m'excuse, on voit tout le derrière. Ça, ce n'est pas accepté à Kumba. Les perruques, les messes ne sont pas acceptées à Kumba. Jupe, robe. Il faut que la tenue dépasse les genoux. Les mini-jupes ne sont pas acceptées à Kumba. Le retard, à partir de 8h15, nous fermons le portail. Quel que soit votre rang, vous n'allez pas rentrer à l'école pour le cours de 8h à 10h. La même chose pour les enseignants. Une réalité qui n'est pas la même dans certaines écoles publiques. Au lycée Ahmed Sékou Touré de l'aviation et une école primaire juste à côté par exemple, rien n'est fait dans ce sens. L'intérieur et l'extérieur de la cour des deux écoles restent envahis par les herbes qui continuent de pousser. Les salles de classe mal fichues, les tableaux qui sont complètement troués. Les murs et les tables bancs salis par la moisissure de la pluie qui suinte dans les salles surtout pendant la saison hivernale. L'ouverture des classes déjà prévue pour le 4 octobre prochain, le censeur du dit établissement promet que l'école sera assainie dans les jours à venir, et cela avec l'aide d'une structure partenaire. Pour l'assainissement de la construction scolaire, nous avions commencé, mais il y a une ONG qui s'occupe des compagnons de l'indépendance, puisque l'école porte le nom du premier président de la Guinée qui est un compagnon d'indépendance. L'ONG la promet de venir ici le mercredi 28 septembre pour assainir complètement l'école. Nous les attendons, ils sont venus 2 fois de suite nous voir et de ne rien faire que le reste. Ceux qui restent maintenant, qu'ils viendront, eux-mêmes ils vont faire tout ça, ils vont assainir complètement l'école pour nous. Dans les établissements publics de forte masse d'élèves, les Africof selon le 2CE de Matoto n'ont bénéficié d'aucune couche de peinture ou autre réfection depuis leur construction. Une situation qui, aux yeux de Ibrahima Khalil Konaté, est inquiétante. Cela est une réalité quand je pense un peu à l'état d'avancement de dégradation des blocs Africof qui sont des écoles de fierté. Chaque bloc Africof constitue 24 salles de classe. Mais aujourd'hui, si on ne prend pas de dispositions par rapport au lycée Ahmed Sékou Touré de l'aviation, lycée Senghor de Yimbaya, le collège Yagin Ifode de Yimbaya, l'école primaire Antano, si l'État ne se mobilise pas pour couvrir, pour mettre le toit sur ces blocs Africof, nous risquons beaucoup de choses. Parce que le dernier niveau de l'étage de ces bâtiments ne sera même pas possible d'être occupé parce que ça scinde. Dès qu'il pleut, c'est comme si l'école, comme si les salles de classe là n'ont pas de toit. Donc c'est des situations qui nous préoccupent beaucoup. Dans la commune de Matoto, l'une des plus grandes d'ailleurs, ils sont 3000 enseignants au niveau public et 8000 autres qui évoluent dans le privé. Ces éducateurs ont la lourde tâche d'encadrer dans les 340 établissements privés et 69 institutions d'enseignement public de la dite circonscription. Coupable, le verdict des mausolées de Tombouctou est tombé. Décision de justice historique très attendue. La CPI jugeait Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, un djihadiste malien qui avait reconnu avoir détruit ses édifices classés au patrimoine mondial de l'humanité en 2012. Son mea culpa a peut-être joué en sa faveur. En tout cas, il a écopé du minimum requis, 9 ans de prison. Regardez.
Monsieur Al-Mahdi, le crime pour lequel vous avez été reconnu coupable est d'une extrême gravité. 9 ans d'emprisonnement, la peine correspond au minimum requis, mais le procès est historique. Le crime d'Ahmad Faki Al-Mahdi, djihadiste malien, avoir organisé et exécuté la destruction de 9 mausolées et de la porte de la mosquée Sidi Yaha à Tombouctou. Ce procès est l'occasion d'une série de premières pour la Cour pénale internationale. Premier accusé dans le cadre du conflit malien, premier djihadiste présumé jugé à La Haye et première fois que ce tribunal se prononce sur une destruction de patrimoine. Le juge qualifie les actes de l'accusé de crimes de guerre. Ahmad Faki Al-Mahdi avait plaidé coupable et présenté ses excuses. Je suis fort contrit de mes actes et de tous les préjudices que cela a causés. Le procès était très attendu à Tombouctou par une population affectée par les destructions. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Cette condamnation, première du genre, pourrait ouvrir la voie à d'autres jugements similaires. Récemment, d'autres sites archéologiques ont été ravagés par la guerre, Palmyre en Syrie ou encore Ninive en Irak. 55 sites du patrimoine mondial sont déclarés en danger par l'UNESCO. Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba entame un nouveau septennat. Voici les défis de ce nouveau mandat. La main tendue, elle est là. Lors de sa première sortie médiatique ce samedi 24 septembre, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a évoqué les priorités sur lesquelles l'accent sera mis durant ces 7 prochaines années à la tête du pays. Consolider l'unité nationale fait partie des premières priorités de son mandat qu'il a listé dans son discours. Alors que le scrutin de 2016 avait dégénéré dans des violences qui ont fait des victimes, de nombreuses arrestations et de pillages, pour installer la paix, il promet d'ouvrir les bras à tous les Gabonais. Je suis quelqu'un qui ne ferme pas la porte. Et qu'aujourd'hui, toutes les voies possibles qui pourront nous amener à faire en sorte que nous puissions discuter ensemble, être rassemblés, eh bien, ces voies-là, je vais les explorer. La réconciliation, elle ne peut être possible que si au préalable, il y a la vérité et la justice, une volonté de vérité et de justice, si au préalable, il y a l'arrêt des détentions préventives, et si au préalable, naturellement, il y a l'arrêt des arrestations arbitraires et des séquestrations, c'est qu'il faut créer un climat de confiance. Ce climat de confiance pour le président Ali Bongo Ondimba passe par la révision de la Constitution. À ce titre, il est désormais ouvert à une révision de la Constitution. Pour les observateurs, il est plus que nécessaire de revoir la loi fondamentale, ceci pour une bonne marche de la démocratie gabonaise. Justement, je crois que la Constitution, telle qu'elle est taillée actuellement, elle est faite pour faire gagner un camp politique. Ce n'est pas une constitution équilibrée. Je crois qu'il est urgent, justement, de revoir cette constitution. C'est d'ailleurs ce qui avait été demandé avant sa réélection, mais cela n'a pas été fait. Je crois qu'il faut compter, effectivement, sur cette remise à plat de la constitution pour promouvoir un régime démocratique. La nouvelle constitution réclamée aussi par l'opposition doit revenir à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Elle doit aussi restaurer le second tour des élections politiques dans le pays. Pour mémoire, une révision de la constitution opérée en 2003 avait fixé le mandat présidentiel à 7 ans renouvelable indéfiniment. Elle avait supprimé le second tour de tous les scrutins politiques. Blanc, couleur de la paix, et c'était forcément la couleur de rigueur hier à Carthagène. La cité portuaire de Colombie est devenue la scène d'un moment historique. 2500 personnes vêtues de blanc ont donc assisté à la signature de l'accord entre Bogota et les FARC, un événement qui met fin au plus vieux conflit d'Amérique latine. Suivez. 52 ans de terreur effacés en 2 signatures. Bien sûr, tout ne sera pas si simple, mais à Carthagène, ce lundi soir, la Colombie a sans aucun doute vécu l'entrée dans une nouvelle ère, celle de la paix, après 52 ans de guerre civile. Au nom des FARC, je demande sincèrement pardon aux victimes du conflit.
pour la douleur que nous avons pu causer durant cette guerre. Devant plus de 2000 personnes, toutes vêtues de blanc, le président colombien Juan Manuel Santos et le commandant en chef des FARC, Rodrigo Londoño, ont signé l'accord de paix discuté pendant près de 4 ans entre gouvernement colombien et guérilla à La Havane. Un accord en 6 volets qui permettra notamment un retour à la vie civile des combattants des FARC, la plus vieille guérilla du continent sud-américain, et la transformation de la guérilla en parti politique. Ce que nous avons signé aujourd'hui est une déclaration du peuple colombien face au monde, que nous sommes fatigués de la guerre, qu'on n'accepte plus la violence comme un moyen de défendre les idées, qu'on le dit haut et fort, plus de guerre. Critiqué uniquement par une partie de la droite colombienne, dont l'ancien président Álvaro Uribe qui a manifesté à Carthagène, l'accord de paix va désormais être soumis à référendum le 2 octobre prochain. Selon toute probabilité, c'est le oui qui devrait l'emporter définitivement. Ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de l'attention. Bonne suite de programme sur Africa Today. Au revoir.